Bonjour. Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Pour commencer cette conférence de presse, peut-être un petit point avec Lenny Yoro. Il a eu un petit pépin avec Lille. Comment il se sent? Est-ce qu'il va être remplacé? Et juste dans la continuité pour Lenny, on a beaucoup parlé de Warren sur son jeune âge, sa précocité. Yoro aussi, c'est un sacré phénomène. Merci. Oui, pareil, pour revenir sur la première question, on va attendre qu'il arrive, voir un peu comment il est, puisque vous avez bien vu ce qui s'est passé avec lui ce week-end, bien sûr. Donc on verra, attendre l'évolution. Encore une fois, c'est pas pour ne pas répondre, mais je suis pas docteur, donc je vais devoir attendre pour voir ce que notre docteur va dire et voir lui où il en est. Le match est le 17, donc on verra bien s'il va falloir attendre. On n'est pas là aussi pour mettre plus de charge sur les joueurs. S'il n'est pas apte, eh ben, il ne sera pas apte. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en sélection, il faut venir faire constater la blessure ou pas, peu importe bien sûr ce que le doc va confirmer ou pas. Donc on verra bien. Après, oui, ce qu'il est en train de faire, c'est juste extraordinaire aussi. Encore un jeune joueur qui fait de bons matchs. Maintenant, c'est sûr que Warren, en étant au PSG, attire un peu plus l'œil, puisqu'il y a la Champions League. Maintenant, il est parti avec Léa, mais c'est vrai que Lenny fait un travail énorme à l'heure actuelle. Bonjour Thierry, Jeannot Bonjour. Rességuier d'RMC Sport. Ça vous fait quoi de voir partir Warren au château avec les A, lui que vous aviez surclassé, à qui vous aviez donné le brassard de capitaine? Aujourd'hui, il se retrouve avec Didier Deschamps. Vous pensez pouvoir le récupérer ou vous pensez que c'est une ouverture vers le championnat d'Europe? Déjà, premièrement, je suis content, heureux pour lui, sa famille, c'est mérité. Maintenant, il s'est surclassé lui tout seul. Oui, peut-être que je lui ai donné le brassard, mais pour moi, c'était une évidence. Après, je l'ai dit la dernière fois, je le répète encore, et c'est pas pour faire semblant. J'espère qu'il va rester là toute sa vie. Jusqu'à temps, bien sûr, toute sa vie, bien sûr, un peu difficile, mais le plus longtemps possible. Vraiment content, il le mérite. Je pense que vous voyez bien, quand il joue avec le PSG, il n'est pas loin souvent d'être l'un ou le meilleur, à part le monstre, pour pas le citer. Donc voilà, donc c'est juste mérité. Vraiment content. Content parce que le but quand même, c'est que ça monte et que ça reste. Bonjour, Hugo Bonjour. Delon du journal L'équipe. Deux petites questions. La première sur Eli Wahi. Comment, en tant qu'ancien attaquant et de très haut niveau, vous analysez ces difficultés actuelles avec le RC Lens? Concrètement, on a le sentiment qu'il il a du mal à se fondre dans ce modèle-là, ce modèle en soi qui est très intense. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question concerne un joueur peut-être même plus inconnu ou moins connu, en l'occurrence, c'est Lucas Gourna. Il est titulaire dans une équipe de Ligue des Champions. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour être titulaire avec les espoirs? Merci. Mais déjà, pour revenir sur Eli, j'aurais aimé qu'il soit un peu moins performant contre Arsenal. Mais malheureusement, il l'a été. Après, pour revenir sur le vrai débat, est-ce que c'est un problème Eli Wahi ou il y a juste une petite difficulté de début de saison avec Lens qui est en train de se reprendre? Donc je pense que ça a été difficile pour tout le monde un peu à Lens, de ce que moi je vois de loin. Après, c'est pas évident pour un attaquant de rentrer dans ce genre de situation. En tout cas, il arrive souvent à se créer des occasions. Bon, ce week-end, ça a été un peu plus difficile. Je pense que vous avez vu le match qui était un match vraiment difficile pour les deux équipes. Euh, donc voilà, je ne pense pas qu'il y a un problème Wai. Il faut un temps d'adaptation. Si vous vous rappelez bien aussi, les débuts d'Openda ont été difficiles à Lens et puis il a bien fini. Donc j'espère que ça va être la même chose pour Eli. Maintenant, revenir sur Lucas, il est un peu moins titulaire ces temps-ci. Titulaire, oui. Oui, vous avez un peu moins titulaire. Je reprends le même mot. Hein. Donc il est un peu moins titulaire ces temps-ci. Donc va falloir justement qu'il garde cette place de titulaire, qu'il essaye de ne pas la perdre déjà. Mais c'est un joueur vraiment, on le connaît déjà depuis son passage bien sûr en France, qui a énormément de qualité. Il y a de la qualité aussi au sein de notre équipe au milieu de terrain. Mais il a tout pour réussir. Après à lui bien sûr de faire ce qu'il a à faire pour pouvoir avancer. Bonjour Thierry, Fabrice Hawkins, RMC Sport. On parlait du capitanat de Warren Zaïre-Emery qui était avec vous, maintenant il est avec les A. C'est Castello qui le récupère. Ma première question, c'est pourquoi lui? Et la deuxième, c'est compte tenu du monde qu'il y a
en défense centrale en équipe de France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il doit faire, que ce soit Castello ou les autres, pour pouvoir espérer aller jouer plus haut? Bah déjà, c'est pour moi assez logique que ce soit Castello, de par ce qu'il est en train de faire dans son club. Au début aussi, il a pas commencé, maintenant il s'impose, il joue assez souvent. Il a été appelé en A dernièrement, même si on pourra me dire que oui, c'était parce qu'il y avait des blessés. Il faut bien commencer à un moment donné. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous êtes un gros consommateur de matchs. Je suppose que vous avez déjà vu un petit peu l'équipe d'Autriche. Et quels sont ses points forts? Qu'est-ce que vous avez vu de cette équipe, s'il vous plaît? Pareil, une équipe qui ressemble pas mal à celle du Danemark. Je ne sais pas si vous vous rappelez mon premier match, même si ça n'a rien à voir parce que c'était un match amical, mais en général un 4-4-2. Est-ce qu'ils vont jouer à 4 derrière? Je ne sais pas. Il n'y a que la Slovénie qui est restée dans son système quand une équipe nous a joué. Les dernières nous ont joué à 5 derrière, donc je ne sais pas si ça va être la même chose. Nous, on va essayer de se concentrer aussi sur ce qu'on sait faire, regarder ce qu'il y a à faire pour pouvoir essayer de faire mal à cette équipe. On est vraiment conscient que c'est pas évident de jouer contre l'Autriche. Je l'ai fait aussi, et tout le monde pense que ça va être des matchs faciles. C'est pas des matchs faciles, loin de là. Donc voilà, il va falloir encore une fois partir à l'extérieur. Le climat a changé aussi. Il commence à faire froid, il va faire beaucoup plus froid là-bas. À nous de voir ce qu'on va devoir faire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire au niveau tactique. Peut-être qu'il y aura un changement. Peut-être pas. Mais on sait ce qu'on aura à faire, en tout cas, contre cette équipe, où je pense pas qu'il y a pas mal de personnes qui pensaient qu'ils allaient se retrouver un peu derrière comme ça. Mais nous jouer à la maison, ils peuvent, quelque part, en nous battant, penser à la qualification. Donc à nous de voir ce qu'on peut faire pour ne pas se retrouver dans cette situation et de ne pas brûler, bien sûr, entre guillemets, bien sûr, un joker. Rebonjour. On en parlait tout à l'heure avec Didier Deschamps par rapport à la Ligue 1. Vous êtes ancien en plus consultant de la Ligue 1. Vous regardez beaucoup de matchs. Aujourd'hui, on trouve que ce championnat à 18 est un petit peu plus ennuyeux, qu'il y a moins de buts, qu'il y a beaucoup plus de 0-0. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là ou est-ce que vous avez une explication cohérente? Il y a eu quoi, 12 buts ce week-end? 12, il y en a eu combien? 12, quelque chose comme ça, peut-être le week 12 voilà, ce week-end et 13 le week-end d'avant. C'est pas forcément les buts en fait. C'est que hier, je pense que vous avez vu, il n'y avait pas de tir cadré. Donc, non, c'était pas pour. C'était juste le point, c'est qu'il n'y a pas d'action, pas de tir cadré. Donc c'est difficile. Est-ce que c'est propre à ces 2 week-ends? Je ne sais pas. Maintenant, Nice est deuxième avec 13 buts marqués. Donc est-ce que ça vous surprend? C'est là, quoi. En fait, c'est devant vous. Maintenant, attention, je n'attaque personne, hein, comprenez-moi bien. C'est juste que je vous dis que le deuxième a mis que 13 buts seulement. À part les fous devant, où ça peut marquer un peu plus facilement que les autres. Voilà, je veux dire, et là je vais un peu dans l'utopie, si tu mets les 3 de devant à Reims, peut-être qu'il y a 3-0 de l'autre côté ce week-end. Mais bon, ils jouent au PSG, donc voilà. Mais c'est juste en fait, voilà, peut-être que si tu reviens, on revient, peut-être qu'il y aura plus de buts, j'en sais rien. Des fois c'est match à risque, il y a eu pas mal de matchs à risque ce week-end aussi. Ok, tu as eu un Clermont-Lorient, tu as un Metz-Nantes, tu as pas mal de matchs à risque. Donc des fois, les équipes aussi ne veulent pas s'ouvrir parce que tu joues ton concurrent direct, en haut ou en bas. Surtout en bas en général parce que c'est pas évident. Donc après le reste, j'ai essayé, comme vous, un peu de regarder un peu le pourquoi du comment, mais j'espère que ce sera les deux seuls week-ends à 13 et 12. Ça peut arriver aussi. Malheureusement, je pense que c'est ce qui frappe un peu tout le monde, c'est que tout ça s'est passé avec un Chelsea-Manchester City 4-4. Et ça frappe encore plus. S'il y avait eu 0-0 Chelsea-Manchester City ou 1-1, peut-être que, je sais pas, ça aurait parlé peut-être un peu moins. Mais ça s'est passé le même week-end du 4-4.
Et même au même moment, il y avait les matchs qui se passaient au même moment. On avait un Rennes-Lyon et de l'autre côté, on avait bien sûr le Lens-Marseille après. Donc, fallait juste pas regarder Chelsea-Manchester City. Bonjour, Baptiste Bonjour. Després, Le Figaro. Vous êtes à la tête des espoirs depuis un peu plus de 2 mois. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction? Est-ce que vous avez l'impression un peu de revivre au niveau professionnel et à titre perso, dans vos semaines, comment vous l'organisez? On sait que vous dévorez le foot depuis X temps. Est-ce que vous dévorez encore plus de matchs que d'habitude, jour et nuit? Comment ça se passe un petit peu sur l'organisation? Beaucoup plus. Beaucoup plus, oui, parce que forcément, en étant coach des espoirs, on n'a pas le... et puis c'est normal, attention, c'est pas, je ne me plains pas. Je dis juste que c'est pas pareil qu'avec les A, beaucoup moins de scouts, donc tu es obligé de regarder les matchs. Ça me dérange pas en même temps, donc voilà. Non, revenir sur éduquer les joueurs à pouvoir aller plus haut, l'exigence, le professionnalisme. Voilà, ça me botte personnellement. Je pense que vous avez pu voir la dernière fois que le résultat ne veut pas dire que la manière est bonne à la mi-temps du match. Donc, juste essayer de leur faire comprendre que l'exigence, c'est tout le temps. Contre peu importe l'équipe que tu as en face de toi, il faut être bon. Et surtout, comme je dis bien souvent, qu'est-ce que tu fais quand on ne te voit pas? Ça aussi, c'est super important. Donc, quand on pousse à l'entraînement ou il y a quelqu'un qui est toujours en train de te dire ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce que tu fais quand on ne te voit pas? Ça aussi, c'est super important. Donc, j'essaie de faire passer des messages. C'est toujours un peu plus facile, entre guillemets, quand tu gagnes. Quand tu perds, les messages passent un peu moins bien. Maintenant, voilà, je prends du plaisir, mais comme vous avez dit, c'est pas revivre, je vis tout simplement. Et encore une fois, je le répète, j'étais content avant, super content, sans aucun problème, mais il y a un petit plus quand même. Bonjour Thierry, Philippe Sansfourche pour RTL. Je vais me permettre de revenir une nouvelle fois sur Warren. Le passage des espoirs au A, forcément, c'est quelque chose qui doit vous parler. Si vous vous replongez quelques années en arrière et que vous vous remettez dans l'état d'esprit, en fait, c'est le même endroit, mais c'est pas la même chose. Il y a une vraie révolution à l'intérieur, il y a une explosion. Et puis par rapport à sa personnalité, est-ce que vous lui avez déjà donné quelques conseils ou est-ce que vous comptez le faire ou vous allez le laisser découvrir seul? Ben, je ne l'ai pas encore vu, je l'ai félicité bien sûr, mais juste texto, comme font la nouvelle génération, comme fait la nouvelle génération, pardon. Non. Bon, il y a une image qui est vraiment qui résume en fait Warren. Je pense que vous l'avez tous vu, c'est quand les joueurs du PSG sont venus le sauter dessus. Alors moi je sais pas, j'aurais essayé de courir, bouger du lit, sortir de ça. Il est resté, ils ont sauté sur lui. Il n'a pas crié, je m'étouffe pas. Ils sont ressortis, il était toujours au même endroit, juste rouge. Il s'est levé, ils lui ont dit bravo, il a dit bravo et puis il est parti. Warren. Voilà, donc j'ai trouvé ça marrant, mais en même temps ça le résumait, c'est qu'il est vraiment mesuré, mature. Je l'ai dit la dernière fois, tu le sais, qu'on est parti, on jouait Bosnie-Chypre, il passait, enfin, je ne sais pas s'il passait des épreuves de bac ou il est en train de travailler, mais je veux dire, on l'a tous fait quand tu passes tes examens. C'est quand même difficile. Tu joues au PSG titulaire, tu vas en équipe de France, c'est aussi difficile en général. Tu vas lâcher, à un moment donné, il faut que ça lâche. Lui, il est là, tranquille, sans problème. Encore une fois, c'est pour ça, la dernière fois que j'ai parlé de ses parents, son entourage, donc ses parents, puisqu'il vit encore avec eux, il me semble. Voilà, bravo, parce que je suis passé par là, pas aussi jeune. Et lui, j'ai l'impression que quand tu regardes Warren jouer, qu'il a déjà 400 matchs en L1. Tout à l'heure, je l'ai vu arriver au château sur les escaliers. J'ai l'impression qu'il était là depuis longtemps. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il a quelque chose à part maintenant. Encore une fois, j'espère que tout va bien se passer pour lui. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un aller en A où vraiment, j'ai trouvé que tout le monde était content. C'était juste, tout le monde avait le sourire et tout le monde était content. Et Warren vraiment dégage quelque chose à part.
Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est, mais quand il rentre dans une salle ou quand il joue, pourtant, c'est pas des petits ponts, c'est pas des retournés, mais il dégage une sérénité qui fait que ça devient contagieux et tu as envie de le voir bien faire, tout simplement. Rebonjour Thierry, on a beaucoup parlé de la maturité de Warren, vous l'avez félicité pour Léa, mais concrètement, sur le terrain, pour vous, comment on remplace un joueur comme Warren? Vous avez parlé tout à l'heure d'un changement tactique. Est-ce que le départ de Warren, par exemple, ça peut vous amener à revoir un peu votre copie dans votre organisation? Merci. Ça dépend ça dépend de la formation, laquelle on va décider avec le staff de jouer. Maintenant, après, si tu restes dans la même, tu remets juste un joueur. Après, bien sûr, la qualité sera forcément différente, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas être bon. Par exemple, en première mi-temps, 4-0 contre la Chypre, deuxième mi-temps, tu mets quelqu'un d'autre et tu mets 5 buts. Est-ce que c'est parce que c'est Warren qui est sorti ou pas? Enfin, j'essaie juste déjà de me pencher, essayer de conditionner les autres en vous disant ça. Mais non, tu penses pas à ça vraiment. Déjà pour revenir content qu'il monte. Et puis voilà, et puis il est pas là. Hein. La dernière fois, il nous manquait Malo et puis Castello. Donc voilà. Rebonjour Thierry, Fabrice Hawkins, RMC Sport. C'est à l'ancien attaquant que je m'adresse. Des buts, vous en avez mis énormément, des triplés également. Est-ce que ça vous est arrivé de marquer 3 buts dans un match et de ne pas faire le bonheur de votre entraîneur? Et est-ce que la sortie de Luis Enrique sur Kylian Mbappé vous a un peu surprise? Ça me regarde pas, personnellement. Maintenant, je peux vous dire, moi, ouais. J'ai mis des triplés où j'étais pas content de mon match, ouais. Mais ça, c'est moi qui parle, pour moi. Ouais, ça m'est arrivé. Ça, je sais pas, j'allais pas lui parler à la fin du match, donc je ne sais pas personnellement, je savais déjà ce que j'avais fait ou pas bien fait. Donc après, le débat, ça, il restera où il est, ce débat-là. Par contre, moi, ouais, je peux vous dire que ça, ouais, des fois, j'ai joué des matchs où j'étais pas content si j'avais pas marqué. Et des fois, j'ai joué des matchs où j'ai pas marqué et j'étais content parce que j'avais l'impression d'avoir bien joué. Donc, ouais. Mais là, je parle pour moi encore une fois, je le répète. Hein. Merci. Thierry, rebonjour ici. Oui, oui, une petite curiosité de ta liste monégasque. Tu as préféré Matsima et tu n'as pas pris Magassa. Alors qu'à Monaco, il y en a un qui joue quand même 2 ou 3 fois plus que l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison? Oui, il est revenu. Je pense que si tu regardais le match de Metz, c'est Matsima qui commence. Oui, non, mais c'est pour ça, il y a du oui, non. Donc on a aussi évalué ce qui s'est passé avec nous aussi en sélection. Et on a décidé de rappeler Krislin, et ça ne veut pas dire que Songutu ne reviendra pas. On a juste décidé de rappeler Krislin sur les performances de sélection aussi. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu des matchs aussi avec nous, quoi. Donc ça aussi, ça joue des fois, pas des fois, parfois même, c'est mieux, au niveau de la sélection. Thierry, demain, ce sont les 50 ans de la formation qui vont être fêtés ici à Clairefontaine. On en a parlé tout à l'heure avec Didier Deschamps sur la réussite de cette formation-là, qui est copiée maintenant à l'étranger, avec beaucoup de jeunes joueurs qui sont partis réussir. Et quand on parle de l'INF, on pense à vous. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que la formation française est si bien réussie, que vous en soyez un des ambassadeurs, et qu'est-ce que ça représente pour vous ces 50 ans de demain? Ça représente tout, personnellement pour moi. Je vous ai déjà dit que quand je parle de Clairefontaine, je ne vais pas être objectif. Je vais même mentir. Si je n'étais pas passé à Clairefontaine, je ne serais pas devenu le joueur que je suis devenu. Clairefontaine m'a ouvert l'esprit, m'a permis de voir le jeu différemment, surtout les coachs que j'ai eus. J'ai eu Damiano au départ, après j'ai eu M. Francisco, parce que M. Damiano est parti prendre les moins de 16 de l'équipe de France. Donc on s'est retrouvé avec Monsieur Francisco, qui lui était très à cheval sur certains principes. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais allez lui parler. Il faut au moins 2-3 heures pour pouvoir lui parler, peut-être 2-3 jours pour pouvoir lui parler, parce qu'il a énormément de choses à dire, de très bonnes choses à dire au niveau du football. Et c'est vrai qu'il m'a réveillé. Il m'a réveillé parce que quand j'étais à Clairefontaine, j'allais juste vite, c'est tout. Et
de temps en temps, il me donnait des thèmes. Il m'empêchait d'utiliser ma vitesse dans les matchs ou à l'entraînement. Il m'empêchait de remettre la balle vers l'arrière. Donc forcément, si on t'empêche de remettre la balle vers l'arrière quand tu es attaquant, il faut que tout de suite tu te mettes de trois quarts. Il faut que tu te mettes dans une position où tu dois aller prendre les ballons, où tu as peut-être la possibilité de pouvoir te tourner. Ou aux défenseurs, des fois, il leur disait, des défenseurs qui étaient un peu plus déjà développés, il leur disait justement de ne pas utiliser la force, d'essayer d'intercepter la balle, puisque tu auras toujours ta force, ta vitesse aussi, tu l'auras toujours, donc déplace-toi un peu mieux. Donc voilà, quand on te dit ça dès l'âge de 13-14 ans, tu commences à voir et penser aussi le football différemment. Et non seulement la vitesse, la force, on va aller à la salle, on va soulever. Maintenant, c'est vrai qu'on avait le temps, puisqu'on était là. Hein. Bien sûr, le matin, on va à l'entraînement. Le matin, on va à l'école. L'après-midi, après 3 heures, bien sûr, il y avait entraînement. Et tout était basé sur la technique et sur la compréhension du jeu. Donc c'est quand même quelque chose qui était vraiment important. Et la répétition, pied droit, pied gauche aussi, sans oublier. On oublie ça souvent, pied droit, pied gauche, et comprendre le jeu. Comprendre le jeu et aussi essayer de contrôler le tempo du jeu. Donc là, je suis parti loin, désolé, mais je suis obligé d'aller dans ce genre de discussion. Si vous me parlez de Clairefontaine, c'était bien sûr supervisé par Monsieur Dussault, j'ai pas eu Monsieur Merel. Et puis vous parlez de moi, oui, parce que peut-être je suis là, mais il y a eu énormément de joueurs qui sont passés à Clairefontaine. Aussi énormément de joueurs qui sont passés à Clairefontaine qui n'ont pas eu de carrière, mais qui ont eu quand je parle de carrière au niveau du foot, mais d'autres carrières professionnelles aussi. Donc sans oublier ceux qui n'ont pas réussi complètement. Donc c'est pas évident. Il faut penser aussi à tout le monde dans ce genre de situation, et on parle toujours de ceux qu'on réussit, mais non, encore une fois, pouvoir revenir ici, voir l'évolution des choses, regarder où on est, l'équipe de France qui gagne aussi, il y a eu un début, pas seulement là, avant, là on parle de Clairefontaine, il y a eu Vichy, donc voilà, je pourrais en parler des heures, personnellement, on n'a pas tout ça, on n'a pas toutes ces heures-là maintenant, mais voilà, pour moi c'est juste, ça a été un honneur et un privilège de pouvoir passer à Clairefontaine et d'avoir appris tout ça, vraiment. Bonjour Thierry, Hugo Delon, de nouveau du journal L'Équipe. Je voulais vous parler de Ryan Cherki. Sa situation en club n'a pas forcément connu une vraie amélioration. Pire, son temps de jeu est quand même relativement faible. Je voyais, il a joué 1 heure ce week-end, mais je regardais, il a joué une demi-heure celui d'avant et 45 minutes encore celui d'avant. Comment vous expliquez-vous ce contraste entre ses prestations avec vous, où il est assez flamboyant, et celle avec son club? Première question. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter pour son avenir immédiat? Est-ce que vous lui conseillez de quitter l'OL? Merci. Déjà, premièrement, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que c'est la première fois que je le vois ici. Donc, ce qui se passe à Lyon, je ne peux pas trop le commenter. Ça, c'est à lui de gérer sa situation. Maintenant, bien sûr, le temps de jeu, ça, je le vois parce que c'est important pour nous quand même. Dès qu'il arrive à passer quelques minutes et commencer des matchs, pour nous, c'est important. Et je reviens sur ce que j'ai dit à un de vos collègues avant, c'est que avec nous, il a été bon, plutôt même très bon, souvent sur les actions, sur les buts, quelques oublis de temps en temps pour se replacer. Des fois, il le fait aussi très bien. Il va presser aussi, donc sur ce plan-là, j'ai vraiment rien à dire. Donc voilà, ce qui se passe à Lyon, vraiment difficile pour moi d'en parler, avec tout le respect que j'ai. Je sais comment ça se passe quand tu es coach dans ce genre de situation. J'ai un peu connu ça à Monaco, en arrivant dans une situation qui n'est pas évidente. C'était pas ton équipe, tu dois arriver, trouver des situations. Donc difficile pour moi de parler de ce qui se passe à Lyon. Mais avec nous, Ryan a été plutôt bon. Donc sur ce plan-là, moi personnellement, j'ai pas de problème. Si on parle des minutes, il en a beaucoup plus que Le Penant ou que Hugo Chukwu. Donc je vais pas dire c'est ce qui nous intéresse seulement, parce qu'on aimerait bien qu'il soit un peu plus performant là-bas, mais au moins il a ses minutes pour nous. Merci beaucoup.